Bonjour et bienvenue. Depuis 2 ans, le rapport des travailleurs à leur emploi change. Il faut dire pour s'en rappeler qu'on a vécu pendant 3 mois une période où l'on faisait du pain maison, où l'on se relaxait en regardant YouTube ou des streamings en concert de Jean-Louis Aubert dans sa cuisine, et ça fait réfléchir. Depuis la crise de la Covid-19, beaucoup de personnes réfléchissent à leur métier, à l'évolution de leur carrière et à leur réorientation, histoire d'exercer un emploi dans lequel ils s'identifient et s'épanouissent. Peut-être en faites-vous partie. Cette pandémie et les mesures prises pour la contrer ont aussi, hélas, mis beaucoup de personnes au chômage, personnes qui veulent aussi se réorienter. Une chance est que, contrairement à nos parents et nos grands-parents, aujourd'hui, même si on a un diplôme, cela ne conditionne pas une carrière complète dans ce métier et on peut en changer. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Vous êtes sur Histofocus et ensemble, nous allons revenir sur les origines et l'histoire de l'insertion et de l'orientation professionnelle. Au temps des rois, l'orientation était simple. En gros, l'aîné récupérait terre et titre, le cadet entrait dans les ordres et le benjamin faisait une carrière militaire. Le peuple, quant à lui, travaillait en famille dans le commerce ou la ferme familiale. Jusqu'au milieu du 19e siècle, l'insertion dans la vie professionnelle c'était un peu joue-là comme papa. L'entrée dans le monde adulte se faisait selon des pratiques inhérentes au milieu social et familial, même si certains, comme Toulouse-Lautrec, s'en sont écartés pour vivre en harmonie avec leur passion. La naissance d'un réel souhait d'insertion va se réaliser en France à la fin du 19e siècle avec la révolution industrielle. C'est à cette époque qu'on a pris conscience des besoins de main-d'œuvre qualifiée dans une économie en voie d'industrialisation rapide. Du coup, la main-d'œuvre agricole arrive en ville, car il y a de la demande. Ces perspectives d'embauche sont accompagnées de forts besoins de sélection professionnelle. En parallèle, un médecin, Alfred Binet, crée en 1907 une échelle métrique de l'intelligence pour déceler les problèmes d'échec scolaire. Ce sont les premiers tests psychologiques. Comme d'habitude, les innovations ont d'ailleurs vocation à s'occuper des jeunes. Les 2 guerres mondiales ont joué un rôle dans l'évolution du processus d'orientation qui ont pour origine les tests du docteur Binet. En 1914, on utilisera en masse l'utilisation de la psychométrie. Grâce à ces tests, on sélectionne ceux qui ont les facultés à devenir chefs sans qu'ils aient à gravir les échelons petit à petit. Le besoin de remplacer rapidement les chefs tombés au front ou de remplacer les travailleurs mobilisés était grand. Les nécessités de réadaptation professionnelle postérieure à l'armistice stimulèrent les recherches et l'utilisation de la psychométrie. C'était quoi l'insertion à cette époque? Dans les années 20, la définition de l'insertion, c'était l'ensemble des opérations qui précèdent le placement des jeunes dans l'industrie et le commerce et qui ont pour but de révéler leur qualité morale, physique et intellectuelle. Le but de l'opération, pronostiquer la réussite probable du jeune dans telle ou telle vie scolaire et professionnelle. Savoir s'il saurait faire son travail en autonomie ou non, on s'en bat les steaks. Un expert dit au jeune « tu feras tel emploi » et le jeune, auquel on prête un raisonnement malléable, fait ce qu'on lui dit de faire. L'épanouissement pro, ça leur frôle même pas l'idée. En même temps, à l'époque, ce n'est pas l'autonomie qu'on recherche, mais quelqu'un qui obéit et fait comme on lui a appris et où il a le plus de chances de pouvoir produire et de reconstruire rapidement. Après la Seconde Guerre mondiale apparaît une exigence de la compétitivité et la recherche du rendement maximum de l'être humain, avec le problème de la sélection des meilleurs par des tests d'aptitude et l'orientation diagnostic-pronostic. Mais cette théorie des aptitudes commence à être critiquée et on assiste à l'émergence d'une conception nouvelle au début des années 60. Les conseillers se questionnent sur leur rôle et leur pratique face au changement et évolution des métiers. Le 28 mai 1938, une loi impose à tout jeune de moins de 17 ans de consulter un centre d'orientation professionnelle avant d'être employé dans une entreprise industrielle et commerciale. Il y passe un test qui détermine les métiers à faire et à ne pas faire. La délivrance de ce certificat va susciter le développement d'une pratique d'examen d'orientation professionnelle qui sera fondée sur une évaluation psychométrique. En effet, l'idée est à ce moment-là que chacun est capable d'exceller dans quelque chose. C'est au conseiller d'orientation qu'il revient d'établir un profil des aptitudes des jeunes qui sortent de l'école primaire pour apprendre un métier. Il passe donc une dizaine d'épreuves de raisonnement. La question des intérêts du jeune est abordée dans le cadre d'un entretien. D'un côté, il s'agit donc de mesurer les aptitudes des jeunes à l'aide de tests valides, et de l'autre, il faut étudier quelles sont les aptitudes nécessaires à l'exercice d'une profession. Ce test a ses limites, mais l'examen d'orientation professionnelle donne aux jeunes et aux familles des informations sur les aptitudes du jeune et sur les exigences des métiers qui peuvent les aider dans leur choix. Cet examen comporte des épreuves écrites et une consultation individuelle, un entretien au cours duquel le conseiller cherche à déceler les intérêts, les goûts et les désirs professionnels du jeune ainsi que leur intensité. Parallèlement, au début des années 50, les premières communautés Emmaüs inventent le concept de mise en activité des personnes comme moyen de lutte contre l'exclusion. Il ne s'agit pas d'insertion ou de réinsertion dans le monde professionnel, mais plutôt de permettre à ces personnes de retrouver leur dignité. Dans le courant des années 60, la France, qui connaît une période prospère, intervient dans le domaine de l'action sociale en aidant les publics spécifiques en difficulté. Les théories évoluent et des psychologues comme Carl Rogers ont émis des approches qui commencent par s'implanter dans les esprits. Les recherches en psychologie montrent que les dimensions pertinentes des différences individuelles sont finalement assez peu spécifiques. Il apparaît que l'orientation ne peut être isolée du développement de la personne. À la fin des années 60,
Il commence à apparaître dans la société un parallèle entre chômage et paresse. Si t'es au chômage, c'est forcément que tu veux rien foutre. Avec la NPE, le gouvernement veut changer cette image. La France ne compte alors que 200 000 chômeurs, un chiffre qui actuellement contenterait n'importe quel gouvernement lors de son bilan. À la NPE, le suivi est très personnalisé. Accueil par des psychologues, traitement du chômeur comme un client qu'il faut placer, etc., etc. Dans les années 70 est mis en place un arrêté interministériel pour faciliter une meilleure insertion des jeunes, suivi 3 ans plus tard par une loi destinée à une meilleure insertion professionnelle des jeunes handicapés. Le gouvernement de Raymond Barre met en place le Pacte national pour l'emploi des jeunes afin d'enrayer la progression du chômage, notamment au sein d'une catégorie les plus touchées, les 18-25 ans. C'est à la même époque que la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 est votée. Elle stipule une insertion professionnelle des jeunes handicapés. Elle fixe une obligation nationale en matière de soins, de formation, d'emploi et d'intégration sociale notamment. C'est le début des programmes gouvernementaux ayant pour but de combattre la montée du chômage. C'est à partir de ce socle légal que la circulaire 44 du 10 septembre 1979 du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale fournit un premier cadre légal à l'insertion par l'activité économique. C'est aussi à partir de cette circulaire que les premières aides d'État vont venir conforter les activités économiques développées uniquement dans le secteur du travail social. C'est à ce moment qu'un courant de réflexion traverse la société sur l'utilité d'utiliser le travail et l'économie pour permettre une aide et une réinsertion des personnes exclues et ou en difficulté. Les centres d'adaptation à la vie active proposent ainsi à des personnes très marginalisées ou menacées d'inadaptation un travail rémunéré pour permettre une réinsertion sociale. Ce sont des initiatives variées, venues d'associations diverses qui trouvent que l'action des gouvernements n'est pas assez utile et qui prennent les choses en main. Peu à peu, elles sont reconnues par la loi. Les entreprises sociales liées aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale se créent, mais elles n'ont pas pour vocation de viser à l'emploi, mais plutôt à l'autonomie des personnes par le travail, que ce soit de manière durable dans un cadre protégé, comme une transition possible vers le marché du travail. De l'assistance par le travail, mais ça se faisait déjà avant l'arrivée du capitalisme industriel. Des ateliers de charité existaient sous François Ier, des maisons de travail fonctionnaient sous Louis XIV, et la Révolution avait mis en place des ateliers de secours. Bref, de nombreuses formes d'assistance par le travail se sont succédées jusqu'au XIXe siècle. L'insertion par le travail n'est apparue que pour répondre à une situation catastrophique mise en avant par le choc de 1974. C'est d'abord une manière de critiquer et de transformer le travail social qui, voulant aider, contribue paradoxalement à l'assistance, et aussi une remise en cause de l'État social qui maintient une passivité des citoyens. L'insertion est l'envers de l'assistance, et elle prône l'autonomisation et la responsabilisation. En gros, on sait que tu es capable par toi-même, on te le prouve et tu le mets en application. L'insertion a été légitimée par cet homme, et c'est grâce à ça que peuvent se créer les premières entreprises intermédiaires, qui deviendront entreprises d'insertion en 1989. Kesako, en gros, c'est une entreprise opérant dans le secteur marchand ouvert à la concurrence, mais dont la finalité est avant tout sociale. Elle propose à ses salariés, issus de longues périodes d'inactivité ou éloignés de l'emploi, une activité productive assortie de différentes prestations définies selon les besoins de l'intéressé. Réentraînement au rythme du travail, formation, accompagnement social. Ceci afin de construire et de finaliser avec elle un parcours d'insertion sociale durable. Son rapport préconise une politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 21 ans, reposant sur des structures locales, partenariales et transversales. Les missions locales sont lancées dès mars 1982. L'augmentation du chômage des jeunes oblige les politiques de l'emploi à développer des programmes de stage et de formation. En 1983, la première association intermédiaire voit le jour à Redon, en toute illégalité au regard du prêt de la main-d'œuvre, mais l'administration ferma les yeux. Dans un espace de proximité, l'association met des demandeurs d'emploi à disposition de particuliers, d'associations ou d'entreprises, et joue ainsi un rôle d'intermédiation donnant lieu à un salariat occasionnel. En 1984, le chômage des jeunes franchit la barre symbolique du million et révèle l'inefficacité du dispositif des stages. Ce constat modifie alors considérablement la notion même d'insertion et oblige à penser de nouvelles formes d'insertion pour les jeunes. Le gouvernement met en place les TUC. Non, c'est pas les gâteaux apéritifs, mais les travaux d'utilité collective. Ça consiste en un contrat à mi-temps de 3 à 12 mois pour les jeunes de 16 à 21 ans sans emploi ni formation et les chômeurs de 21 à 25 ans. Il concerne les associations, collectivités territoriales, établissements publics. 2 ans plus tard, un nouveau plan voit le jour pour les jeunes sortant du système scolaire. Il s'agit d'un stage d'insertion à la vie professionnelle de 3 à 6 mois ou d'une orientation vers de nouvelles formations en alternance avec pour but l'embauche et l'entrée dans la vie active. C'est aussi la mise en place du crédit formation individualisé pour permettre aux jeunes demandeurs d'emploi sans qualification d'obtenir une formation professionnelle. Au début de 1987, les associations intermédiaires sont légalisées, même si le ministre de l'époque n'est pas emballé. En effet, le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi réfléchissait en termes de création d'activités et d'abaissement du coût de travail, quand les associations intermédiaires, elles, pensaient insertion. Face à cette situation, entre 86 et 88, le nombre des entreprises intermédiaires a considérablement diminué.
Dans le même temps, les régies de quartier s'organisent. Une circulaire du 20 avril 1988 précise que les entreprises d'insertion doivent accueillir prioritairement des personnes en situation de marginalité, toxicomanes, sortant de prison ou d'hôpitaux psychiatriques par exemple. Un an plus tard, on instaure que les personnes prioritaires de ce dispositif sont toutes celles qui sont en difficulté ou au chômage de longue durée. Pour trouver la définition du chômage de longue durée, il suffit d'aller sur le site de l'INSEE. Il y est écrit ceci: le chômeur de longue durée est un actif au chômage depuis plus d'1 an. Au début des années 90, on assiste à la généralisation des dispositifs d'insertion à destination de publics plus hétérogènes. Pourtant, tout commence par la suppression des aides apportées aux entreprises intermédiaires, au prétexte que ce programme n'a touché qu'un nombre limité de jeunes. À la même période, le contrat emploi-solidarité remplace les TUC. C'est un contrat à durée déterminée, à mi-temps, signé par les collectivités territoriales, les établissements publics et les associations. À part le nom, ça ne change pas grand-chose. Le gouvernement en place décide de soutenir les entreprises d'insertion en octroyant des aides financières qui compensent les efforts spécifiques qu'elles consentent pour l'embauche de personnes en difficulté. Le champ des structures d'insertion susceptibles de bénéficier du soutien de l'État est étendu aux entreprises d'insertion de travail temporaire. À partir de cette période, l'insertion par l'activité économique est devenue un véritable dispositif de lutte contre le chômage, composé de structures variées et qui ont évolué sous la pression et la diversification du chômage et de l'exclusion. Les associations intérimaires, les régies de quartier et les entreprises d'insertion ont connu un développement croissant au lieu de se concurrencer. En 1994, le gouvernement Balladur tente de mettre en place les contrats d'insertion professionnelle pour les jeunes ayant au moins Bac+2. Il permet des entreprises de les payer à hauteur de 80% du SMIC, mais les jeunes réagissent et le projet de loi est abandonné. La fin des années 90 voit l'ouverture des écoles de la deuxième chance, qui permet aux jeunes de moins de 26 ans sans diplôme ni qualification professionnelle d'intégrer une école dédiée à la construction de leur projet d'insertion sociale et professionnelle. Les dispositifs mis en place sont devenus relativement complexes à appréhender. C'est pour cela qu'autour des années 2000, des lois vont les simplifier. Le changement d'approche est depuis axé sur une approche globale et une autonomie financière aux jeunes en difficulté d'insertion. Pour gérer l'afflux des demandes, l'ANPE va se moderniser. C'est la fin des tableaux d'affichage, place aux ordinateurs, l'inscription par Internet devient obligatoire. En 2008, l'État a pourtant tenté de simplifier ses services, Pôle emploi est né, un organisme que certains jugent aujourd'hui dépassé. Les entreprises et les chômeurs élargissent leur choix bien au-delà de Pôle emploi, en se servant de sites Internet, des associations ou de sociétés privées. Chaque gouvernement successif aura alors à cœur de mettre en place son plan d'aide à l'insertion, comme le gouvernement Fillon avec des contrats uniques d'insertion, ou en 2012 le gouvernement Ayrault et ses emplois d'avenir, ou encore en 2020 le gouvernement Castex et son programme Un jeune, une solution. Les politiques d'insertion ne sont pas axées que sur les jeunes. L'État met aussi en place des mesures seniors pour encourager l'embauche et le maintien des plus de 45 ans dans l'emploi, ainsi que des aides et des dispositifs pour les salariés privés d'emploi afin de faciliter leur réinsertion ou réinsertion sur le marché du travail. Pour cela, plusieurs contrats sont mis en place. CDD senior, parcours emploi compétences, préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Et quant à ceux qui ne sont plus jeunes et pas encore seniors, ils ont depuis 1998 accès à un accompagnement individualisé et renforcé des publics grâce au plan local pour l'insertion et l'emploi et à la loi sur le territoire zéro chômeur longue durée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous en a fait comprendre plus sur les coulisses de l'insertion et de l'orientation professionnelle. Si vous êtes salarié et que vous voulez changer de métier, n'hésitez pas à rentrer en contact avec un conseiller en évolution professionnelle qui pourra vous aider. Si vous êtes sans emploi, n'hésitez pas non plus à vous mettre en contact avec un conseiller Pôle emploi. Il a sûrement des solutions pour vous orienter. Et si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes déscolarisé et sans emploi, les missions locales pourront avec vous mettre en place un parcours professionnel et plein d'autres aides. Allez vous renseigner. En attendant, mettez le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Vous pouvez aussi interagir entre vous dans les commentaires dans le respect de chacun. Et surtout partagez cette vidéo, elle peut sûrement intéresser d'autres personnes. Et surtout n'oubliez pas, c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et appréhender l'avenir. À bientôt.